Bonjour, alors si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, ce dont je vous remercie d'ailleurs, la vidéo d'aujourd'hui est un petit peu spéciale dans le sens où elle s'adresse uniquement aux thérapeutes qui sont formés en thérapie EMDR et d'ailleurs principalement à ceux qui sont formés depuis peu. Donc si vous n'êtes pas un thérapeute ou si vous êtes un thérapeute mais que vous n'êtes pas formé en EMDR, cette vidéo n'aura absolument aucun intérêt pour vous. Alors pour les autres, ceux qui sont des néothérapeutes EMDR, on va dire, juste deux petits mots avant de vous donner mes quelques conseils. Donc moi je suis Didier Havet, je suis psychologue et je suis superviseur accrédité en EMDR par EMDR International Association. Et depuis quelques années, j'ai la chance d'être facilitateur pour le docteur Philippe Gauvreau, qui est formateur en EMDR et qui donne une formidable formation chaque année à Montréal et ailleurs d'ailleurs au Québec et au Canada, et il le fait en français, en anglais, donc je le signale parce que c'est assez rare quand même pour être signalé. Alors de fait, je supervise des thérapeutes EMDR qui sont déjà certifiés, mais aussi pour certains des néothérapeutes EMDR, donc des gens qui prennent la formation de base. Et chaque année, je retrouve un petit peu le même genre de difficultés ou le même genre d'écueil dans les premiers pas avec l'utilisation de EMDR. Et c'est de ça dont j'aimerais vous parler ici. Peut-être que ça permettra à certains parmi vous de mieux orienter leur pratique ou de mieux accompagner les premiers pas avec le MDR, parce que les premiers pas, c'est toujours les plus difficiles. Alors le premier écueil que je vois très souvent, c'est le fait de prendre trop de liberté avec le protocole standard. Donc en fait ce qui arrive, c'est que, pas pour tout le monde, mais pour un certain nombre de personnes, quand ils viennent prendre la formation en EMDR, les gens s'attendent un petit peu à venir apprendre une espèce de technique avec des mouvements oculaires, puis un petit protocole là, et puis ils découvrent en fait que la formation en EMDR, c'est une formation très dense, il y a beaucoup de choses à apprendre. Ça change beaucoup, ça nous sort aussi beaucoup de nos habitudes, ce qui peut être inconfortable. Et une manière de répondre à ça, c'est des fois d'improviser un petit peu et de ne pas se tenir aux feuilles de travail. Alors laissez-moi vous donner un petit exemple rigolo, enfin pas spécialement rigolo, mais assez éloquent. C'est un thérapeute, alors c'était au cours d'une pratique, je ne sais plus sincèrement si c'était une pratique au niveau 1 ou au niveau 2, mais peu importe. Donc la séance se déroule assez bien, puis vers la fin de la séance, le thérapeute demande au patient psychologue le SUD. Le SUD est très bas, à 2. Et vous savez très bien que la question qu'on pose dans ces cas-là, c'est qu'est-ce qui l'empêche d'être à 0? Sauf que le thérapeute ne regarde pas sa feuille de travail et la question qu'il pose, c'est qu'est-ce qui permettrait d'être à 0? Le client répond, vas-y avec ça, puis il suit les associations et évidemment quand il redemande le SUD, le SUD est toujours à 2, 10 minutes plus tard. Puis il recommence la même erreur et il refait la même erreur et ça redémarre. Puis donc la seule intervention que j'ai faite, c'est de lui dire au fond, mais pose la question qui est écrite sur ta feuille de travail, qui est qu'est-ce qui l'empêche d'être à 0? Pourquoi ça change tout? Parce que la question est faite pour faire quoi dans le fond? Pourquoi on demande le SUD et pourquoi on demande qu'est-ce qui empêche d'être à 0? C'est pour une raison très simple, c'est pour faire focaliser sur ce qui reste à travailler, sur la perturbation résiduelle. Elle est faible, mais il faut que le client puisse se focaliser dessus. Donc si vous posez la question qu'est-ce qui l'empêche d'être à 0, c'est ça que vous êtes en train de faire. Vous faites focaliser le sujet sur l'information perturbante, mais si vous demandez qu'est-ce qui permettrait d'être à 0, ça change tout et éventuellement ça ne fonctionne pas. Donc ça c'est vraiment le premier conseil que j'aimerais vous donner si vous êtes un néothérapeute en EMDR. Refaites votre feuille de travail. Parce que même si les feuilles de travail que vous avez sont très bien faites, si vous les refaites, non seulement vous intégrez mieux, alors quand je parle des feuilles de travail, je parle principalement de la phase 3 et de la phase 4, parce que c'est celle que vous allez utiliser le plus souvent. Donc même si les feuilles que vous avez sont très bien faites, c'est pas la question, mais le fait de les réécrire pour vous-même va vous permettre de les intégrer, de les digérer et de les mémoriser beaucoup plus vite, jusqu'à ce que ça soit complètement instinctif et que vous n'ayez plus besoin d'une feuille de travail. Mais première chose, réécrivez vos
feuilles de travail des phases 3 et 4, savoir ce que vous devez faire, ce que vous devez demander, dans quel ordre, comment on gère un retour à la cible, comment on reprend une séance incomplète, etc. etc. Alors mon deuxième petit conseil, c'est pour la réalisation du lieu calme. Alors d'ailleurs, je vous fais remarquer que je dis plus volontiers lieu calme que lieu sûr, parce que pour un paquet de clients qui souffrent de traumas complexes, le mot sûr, donc qui renvoie à sécurité, en soi, ça peut être un déclencheur. Donc il vaut mieux parler de lieu calme. Donc deux choses que j'aimerais dire par rapport au lieu calme. Première chose, donnez des exemples. Quand vous donnez la consigne au client, donnez des exemples de lieux calmes qui soient en pleine nature. Pourquoi? Parce que dans mon expérience et celle de beaucoup de collègues, les lieux calmes qui sont en pleine nature marchent beaucoup mieux que les autres. Et deuxième chose par rapport aux lieux calmes, il y a beaucoup d'erreurs qu'on peut faire dans la réalisation du lieu calme, mais juste pour pas trop... je ne cherche pas à être exhaustif, c'est juste pour vous donner des petits conseils. Essayez que le lieu calme soit extraordinaire. Alors qu'est-ce que je veux dire par extraordinaire? Je ne parle pas de science-fiction, je veux dire extraordinaire au sens de qui sortent de l'ordinaire. Donc si votre client au Québec ou patient en France vous dit comme lieu calme son canapé, sa piscine, sa chambre ou je ne sais pas quoi, c'est pas extraordinaire dans le sens où ça sort pas du quotidien, ça sort pas de l'ordinaire, ça sera pas un bon lieu calme. Pourquoi? C'est parce que à la moindre difficulté qui va se passer dans sa vie de tous les jours, le lieu calme va être contaminé au fond par cette difficulté. Et pour d'autres raisons encore que je vais pas détailler ici, mais pensez à prendre quelque chose qui sorte du quotidien, de ce qui fait partie de l'environnement de votre patient qu'il a sous les yeux tous les jours. Alors, troisième petite chose, si je vous dis que identifier la croyance négative, c'est le gros problème de la phase 3, surtout en français d'ailleurs, parce qu'on a une formulation un peu alambiquée, je pense sincèrement que vous ne serez pas surpris de ça. Donc, n'oubliez pas les critères fondamentaux de la croyance négative. Si vous ne les retenez pas tous, si vous ne retenez pas les 9 critères d'une bonne CN, c'est pas grave, mais au minimum, rappelez-vous que la CN est irrationnelle et généralisable. Et si vous sentez que vous devenez un petit peu confus sur ce qu'est une CN, remplacez le mot cognition par le mot croyance. Vous avez vu, c'est ce que j'ai fait spontanément. En fait, la CN, c'est quoi? C'est de l'affect pathogène mis en mots. Donc, ce n'est pas une cognition dans le sens où ce n'est pas une pensée. Pour certains patients d'ailleurs, il n'y a jamais eu d'expression explicite, consciente de cet affect. Donc, la CN, c'est ça, c'est l'affect pathogène mis en mots. Alors, je vous donne 3 conseils pour la CN. Premier conseil, c'est le non-verbal de votre patient qui va vous dire si vous avez la bonne CN. Normalement, la CN, elle fait l'effet un petit peu d'un coup de poing dans le ventre parce qu'elle fait mal aux tripes. C'est dans ce sens-là que c'est de l'affect. Donc, si vous avez un patient qui regarde vers le haut comme ça, qui réfléchit, ça vous dit quelque chose, ça vous dit que vous n'êtes pas en train d'observer le « ouch ». Donc, vous n'aurez probablement pas la bonne CN. Deuxième conseil, n'oubliez pas la petite question très utile. Qu'est-ce que ça dit de négatif à propos de vous? Si vous galérez quand même, ce qui est souvent le cas, demandez ceci que j'ai appris de Roger Solomon lors de l'art de l'EMDR. Pourquoi est-ce que c'est l'image la plus difficile? Donc le client donne l'image. Pourquoi est-ce que c'est l'image la plus difficile? Bien souvent, si votre patient ne vous donne pas la CN directement en répondant à cette question, au minimum, sa réponse va vous indiquer dans quel champ vous êtes entre responsabilité, choix et sécurité. Et enfin, troisième conseil, chaque matin, après votre formation de base, niveau 1, niveau 2, lisez 2 fois la liste des conditions négatives de Francine Shapiro, pas pour les apprendre, mais simplement pour vous imprégner. Et je vous assure que ce que vous allez sentir, c'est que vous allez sentir au fond les CN beaucoup plus vite quand vous connaissez cette liste, même si vous ne l'avez pas apprise par cœur, mais quand vous en avez compris l'esprit, quand vous allez être en séance avec votre patient, vous allez voir que ça va être beaucoup plus fluide. Mon quatrième conseil, ça va être concernant l'image. Donc l'image, en général,
c'est pas un point trop problématique du protocole standard, mais je vais quand même dire 3 petites choses au sujet de l'image. Donc première chose, l'image, comme la croyance négative, elle doit faire mal aux tripes, hein. Donc la perturbation doit être assez évidente sur le plan non verbal. Et si ce n'est pas le cas, vérifiez si c'est vraiment perturbant pour votre patient. Si vous n'avez pas le « ouch », vous pouvez en douter un petit peu. Donc c'est le cas quand les patients répondent à la question de l'image par un concept. Par exemple, un jour, j'avais une cliente qui m'avait dit « on peut mourir n'importe quand ». Et bien, évidemment, ça, ce n'est pas le genre de réponse qu'on cherche. Donc deuxième chose, qu'est-ce que l'image, hein, justement? Ben, c'est une porte d'entrée sensorielle dans le souvenir. Et comme la vue est le sens privilégié chez les humains, ben, c'est souvent une image, donc au sens visuel. Mais ça peut également être un autre élément sensoriel comme un goût, une odeur, un son ou une sensation tactile, ce qui est le cas si la scène traumatique s'est déroulée dans l'obscurité. Et enfin, troisième chose, rappelez-vous qu'en EMDR, en cours de phase 4, on ne revient jamais à l'image, hein. C'est vraiment l'erreur la plus fréquente en EMDR, c'est la reine des erreurs. Donc si vous êtes mêlé un petit peu, pensez à ceci. Quand vous circulez chez vous, mettons vous allez de la cuisine au salon ou du salon à la chambre, est-ce que vous repassez par la porte d'entrée? Évidemment que non. C'est la même chose pendant le retraitement. Vous ne revenez pas à l'image parce qu'elle n'a servi que de porte d'entrée sensorielle dans le souvenir, donc dans le réseau de mémoire, hein. Et puis réfléchissez à ceci. Est-ce que vous voulez que votre patient intègre une image ou est-ce que vous voulez qu'il intègre un souvenir au complet avec ce qu'il contient d'émotions, de sensations physiques, d'impulsions contrariées, de pensées, de croyances, etc., etc. Évidemment, la réponse c'est que c'est ça que vous voulez qu'il arrive et vous ne voulez pas simplement désensibiliser une image. Cinquième chose que je voulais vous dire, je suis toujours un petit peu surpris de constater à quel point les néothérapeutes EMDR et même souvent des thérapeutes plus chevronnés négligent les mouvements oculaires. Alors je vois par exemple des thérapeutes lors des pratiques au niveau 2 qui commencent tout de suite avec le tapping. Alors laissez-moi quand même vous rappeler ce que la recherche démontre. La recherche démontre quoi? C'est que les mouvements oculaires sont la modalité de stimulation d'attention double qui est la plus efficace. Alors j'ai une question à ce sujet. Si vous faites quasi systématiquement du tapping, est-ce que vous le faites parce que vous trouvez que ça fonctionne mieux ou est-ce que vous êtes mal à l'aise de proposer ou de faire les mouvements oculaires? Je vous pose cette question parce qu'il y a un nombre considérable de néothérapeutes qui m'ont confié ne pas être à l'aise avec les mouvements oculaires. Et c'est quelque chose que personnellement je comprends parfaitement parce que pour moi à mes débuts en EMDR c'était plutôt le tapping avec lequel j'étais pas à l'aise. Pourquoi? Parce que j'avais une formation de base freudienne et lacanienne et donc toucher le client, être dans leur bulle, c'était pas du tout évident pour moi. Mais bref, privilégier les mouvements oculaires aux autres modalités et pas l'inverse, c'est vraiment important. Et Francine Shapiro a beaucoup insisté sur ça tout au long de sa carrière. Alors mon sixième conseil, ça concerne l'utilisation des appareils. Le fameux TAC Audioscan ou d'autres appareils. Je pense que maintenant il y a plusieurs modèles qu'on trouve sur le marché. Alors je suis toujours un petit peu surpris quand je vois des thérapeutes arriver au niveau 2, ils ont fait leur niveau 1 quelques semaines ou quelques mois avant et ils sont déjà équipés, ils ont déjà un appareil. Laissez-moi partager mon expérience. Je ne veux pas du tout diaboliser l'utilisation des appareils qui dispensent la stimulation d'attention double en EMDR. J'en ai un moi-même, mais voilà ce que j'ai remarqué. Ce que j'ai remarqué, c'est que quand j'utilise cet appareil, j'ai tendance à être un petit peu plus passif. Alors j'ai fait cette observation sur moi, c'est pourquoi d'ailleurs je l'utilise de moins en moins, et je l'ai confié à certains supervisés, et en général, ils m'ont tous confirmé que c'est également vrai pour eux, et qui constataient, quand je leur conseillais de laisser tomber l'appareil, qu'ils étaient un peu plus actifs, un peu plus présents,
un peu plus en résonance avec le client lors du processus de retraitement ou d'être plus actif dans le sens où de préparer des tissages cognitifs pendant le retraitement, d'être plus sensible aux points de blocage, donc finalement d'être un peu plus prêt aussi en cas de blocage du retraitement. Donc encore une fois, c'est peut-être pas vrai pour tout le monde, je sais que c'est vrai pour moi, c'est vrai pour un certain nombre de mes supervisés, mais c'est quelque chose auquel je vous propose quand même de réfléchir. Si vous utilisez un appareil, essayez de voir, essayez de comparer quel est l'impact sur vous, thérapeute, quand vous utilisez l'appareil et quand vous n'utilisez pas l'appareil. Et qu'est-ce qui se passe? Et est-ce que vous êtes plus efficace dans un cas ou dans l'autre? Dans mon cas, je dirais que la réponse est quand même assez claire. Alors, septième chose que je voulais vous dire, ça concerne la prise de notes. Alors, pendant la formation de base, je vois pas mal de thérapeutes qui prennent des notes des réponses du client en cours de phase 4, en cours de retraitement. Alors, pas des petites notes, hein, je parle de prendre vraiment de manière exhaustive toutes les réponses du client. Alors, à mon avis, voilà ce que ça fait 4 choses. Premièrement, ça ralentit le processus. C'est-à-dire que c'est plus le thérapeute qui suit le client, c'est le client qui doit attendre que le thérapeute ait fini d'écrire pour continuer la série suivante. Deuxième chose que ça produit, c'est que le thérapeute devient au fond plus préoccupé par bien retranscrire ce que le client est en train de dire, plutôt que de bien écouter. Et je pense que ça devrait être beaucoup plus important de bien écouter plutôt que de bien retranscrire. Et ça, c'est une chose que la psychanalyse m'a appris, c'est de vraiment garder les oreilles grandes ouvertes. La troisième chose, en fait, c'est plus une question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que le thérapeute prend toutes ces notes? Ce que j'ai souvent remarqué, je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais c'est que souvent quand on apprend le MDR, on est un petit peu mal à l'aise. Puis surtout, faire confiance au processus, c'est bien beau, mais des fois, le thérapeute se sent un petit peu qu'il n'a pas grand-chose à faire, pas grand-chose à dire, juste vas-y avec ça, vas-y avec ça, vas-y avec ça, et c'est un petit peu déstabilisant. Donc, prendre des notes, c'est une manière de se donner une contenance pour gérer le malaise qu'on a. Donc je pense que dans ce sens-là, non plus, c'est pas vraiment utile. Il vaut mieux faire beaucoup de MDR et on devient de plus en plus à l'aise à force d'en faire. Et quatrième chose, c'est que à quoi ça sert dans le fond? À quoi ça sert de prendre toutes ces notes, de noter in extenso tout ce qu'est en train de dire le patient? À mon avis, c'est trop d'informations. Il vaut mieux être attentif plutôt que de noter tout ça parce que vous n'allez strictement rien en faire. Là aussi, je ne veux pas être trop radical, je sais qu'il y a des thérapeutes qui prennent les notes de toutes les réponses du client en cours de retraitement et par exemple, Andrew Leeds recommande de faire ça. Mais personnellement, pour les raisons que j'ai données, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Huitième petit conseil, et à mon avis, ça c'est vraiment un grand problème chez les néothérapeutes, c'est de chercher à systématiquement coller un nouveau protocole à une problématique spécifique. Sincèrement, on a le protocole standard et je crois, et il faudrait vérifier un petit peu plus, mais je crois que c'est le seul qui a fait la démonstration lors d'études scientifiques, des études bien faites. C'est le seul qui a fait la démonstration de son efficacité. Et l'intérêt, à mon avis, de tous ces nouveaux protocoles est extrêmement limité. Donc de toute façon, si vous êtes en cours d'intégration de l'EMDR, mettons si vous pratiquez régulièrement l'EMDR et que vous êtes formé depuis moins de 2 ans, je vous conseille vraiment de rester fidèle au protocole standard. C'est déjà un énorme travail pour bien l'intégrer à sa pratique. À mon avis, et encore une fois, c'est que mon humble avis, je suis vraiment tout à fait ouvert à en discuter, les seules modifications qui sont vraiment importantes du protocole standard sont ce qu'apporte Jim Knipe. Donc c'est le CIPOS, le LUA pour cibler l'évitement, le Level of Urge to Avoid et le Loving Guys. Ça, c'est des modifications du protocole standard que je vous conseille de connaître parce que ça rend des milliers de services. Donc si vous ne connaissez pas ce bouquin, c'est EMDR Toolbox.
c'est vraiment un des meilleurs bouquins publiés en EMDR. Malheureusement, je crois qu'il n'est pas traduit en français. Un autre point qui m'interpelle beaucoup, c'est la transition. Alors ça peut paraître discret, mais c'est la transition entre la phase 3 et la phase 4. Hein. Et c'est un point sur lequel, en général, on n'insiste pas énormément pendant la formation de base, mais je trouve que, personnellement, on voit de gros ratages dans cette transition. Donc par exemple, un thérapeute finit sa phase 3, et là, il se met à ajuster les fauteuils, ou alors il se met à tester les mouvements oculaires, la vitesse du tapping, il se met à expliquer ce qu'on va faire, comment se déroule la thérapie, etc. etc. Alors, ce que je dis souvent quand je supervise la formation de base, c'est un peu comme si un chirurgien venait de vous ouvrir le ventre pour vous opérer, et quand il y a une belle hémorragie, il se met à vous expliquer ce qu'il fait, à vous demander si vous êtes bien installé, etc. etc. Alors, vous voyez qu'il y a quelque chose qui cloche. Hein. Je rappelle que la phase 3, même si elle s'appelle évaluation, c'est une phase en réalité d'activation du souvenir traumatique. Donc une fois que cette activation est faite, il faut commencer les mouvements oculaires. Il ne faut pas perdre 5 minutes et littéralement ça prend 3 secondes hein, pour commencer les mouvements oculaires. Ça devrait être aussi rapide que de dire active l'image, les mots, je suis en danger, la peur, la colère et cette boule que tu as dans le ventre, essuie mes doigts. Et c'est fait. Et ça a pris véritablement 3 secondes. Donc, ne ratez pas cette transition. Faites les ajustements, les mouvements oculaires, vérifiez avec le client la vitesse, etc. Faites-le avant de faire votre phase 3, mais pas entre la phase 3 et la phase 4. Un autre point que je voulais évoquer, c'est concernant la bibliographie. Alors ce que je constate, c'est que la plupart des gens, malheureusement, ne lisent pas le manuel de MDR de Francine Shapiro parce qu'ils considèrent que en fait, ça fait que reprendre ce qu'ils apprennent pendant la formation de base. Et bien, je pense personnellement que c'est une grosse erreur. Le manuel de MDR de Francine Shapiro, c'est une mine d'or clinique. C'est rempli de petites pépites. Et n'oubliez pas non plus que c'est l'œuvre de toute une vie, hein, et en plus c'est l'œuvre d'une personne exceptionnelle, on peut dire, un esprit incroyablement vif, qui nous a quittés cette année, comme je pense vous savez. Et donc ne pas la lire, c'est vraiment passer à côté de ce que Francine a à nous transmettre. Alors je comprends parfaitement que lorsqu'on découvre le MDR, c'est un champ immense qui s'ouvre. La traumatologie, la psychotraumatologie, la dissociation, le monde des parties et donc tous ces travaux incroyables comme le soi hanté. Mais c'est dommage, et je parle vraiment en termes cliniques, pas seulement du tout en termes de il faudrait le lire pour rendre hommage à Francine Shapiro, pas du tout. C'est dommage de se priver de ce livre parce que cliniquement, il y a plein de choses qu'on apprend dedans. Donc je ne sais pas si la dernière édition du manuel a été traduite en français, mais peu importe, vous avez compris le message. Lisez le manuel de MDR à tout prix. Je vous garantis que votre pratique de l'EMDR va s'en trouver solidifiée et améliorée. Voilà pour ces petits conseils que je voulais vous livrer. Bon, bien évidemment, j'aurais pu continuer la liste, au moins la doubler ou la tripler, mais je ne voulais pas non plus faire une vidéo de 4h24. Donc voilà, j'espère que c'est clair et que c'est au moins un petit peu aidant pour ceux parmi vous qui débutent en EMDR. Je me rends compte qu'en vous donnant tous ces conseils, je n'ai pas suivi l'ordre des phases de 1 à 8. Je pense que ça aurait été bien de le faire d'un point de vue pédagogique, mais bon, trop tard, j'ai fait comme ça. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre s'il vous plaît un petit pouce ou éventuellement à la comment dit-on, à la transmettre, à la transférer à des collègues qui seraient potentiellement intéressés. Si vous voulez prendre de la supervision avec moi, vous pouvez me contacter via mon site internet psyemdrmontréal.com. Je vais mettre le lien juste en dessous cette vidéo. Voilà, à bientôt peut-être pour d'autres vidéos. Bye bye.